Ça ira. Cette pièce est une mise en scène des journées révolutionnaires de juillet et d'octobre 1789 pour l'essentiel, précédée par la convocation des États généraux en mai et en juin, et ceci va nous conduire jusqu'à la question religieuse et l'intervention du pape entre la fin de novembre 1790 et mars-avril 1791, qui vont conduire le roi à une tentative de fuite à Varennes. Et je rappelle que c'est le fameux refrain « Ça ira », les aristocrates à la lanterne, on les pendra, était dû à un anonyme et date certainement du début de l'année 1791. Ce sont les sans-culottes parisiens, c'est-à-dire ceux qui, justement, portaient un pantalon et non pas une culotte, qui en sont à l'origine. Mais cette mise en scène de Joël Pomera n'est pas, et il le dit lui-même clairement, une reconstitution historique. C'est une fiction. Elle se présente comme une fiction. La plupart des acteurs sont sous d'autres noms, à part la famille royale. Et donc une fiction, mais une fiction qui a une résonance actuelle. Et de fait, les enjeux, les débats, les problèmes sont les nôtres. La crise financière, vous avez les oreilles rebattues par tout ça depuis plus d'un an, la dette de l'État, la démocratie, la République, la monarchie présidentielle, dirais-je en citant un des candidats, la nécessité de changer de régime, le désordre et l'ordre, rétablir l'ordre, comme vous savez, l'expression démocratique, la misère populaire, etc. C'est pourquoi j'ai choisi un titre qui nous parle, qui parle à l'actualité. Après le mariage pour tous ou la manif pour tous, eh bien, vous avez la parole pour tous. Par là, je veux mettre l'accent sur un point essentiel, à savoir la parole, et son rapport ou son conflit avec la multiplicité, avec le fait d'être plusieurs. Il faut instaurer un tour de parole pour se faire entendre. Vous avez ou non la parole, dit et répète le président de séance dans la pièce. C'est une obsession qui revient constamment d'ailleurs. Ce qui fait rupture, en effet, ce qui ouvre dans l'histoire une nouvelle ère, c'est que, avec cette convocation des États généraux des trois ordres, les États généraux, c'était les trois ordres de la noblesse, du clergé, du tiers-État, le clergé haut et bas, et le tiers-État comprenant les bourgeois des villes et aussi les campagnes. En tout, pour aller vite, 1200 députés, en gros répartis 300, 300 et 600. Avec cette convocation, avec la bataille qui va être menée aussitôt par les députés du tiers-État de réunir les trois ordres afin de ne former qu'une seule assemblée. C'est toute la question qui occupe le mois de juin 1789. Avec leur refus d'obtempérer à l'ordre du roi de se retirer et d'aller tous séparément dans les chambres qui leur sont réservées pour débattre. C'était la fameuse séance royale du 23 juin et qui fait suite à la décision qu'avaient prise les membres du tiers-État le 17 juin de se constituer comme seul représentant de la nation et de s'appeler Assemblée nationale. Le refus d'obtempérer à l'ordre royal va faire céder le roi le 27 juin. Et il enjoint à ce moment-là au clergé et à la noblesse de se réunir au tiers-État. Avec ces deux événements, ce qui fut alors créé dans l'égalité des droits et la liberté de parole, ça a été tout simplement un espace délibératif. Sur quoi revient par exemple Sophie Vanish dans un volume intitulé « La Révolution française ». Un espace délibératif, c'est-à-dire la prise en compte de ce qui est notre définition minimale d'être vivant, comme dit Jean-Claude Milner dans un livre dont je reparlerai,
qui s'appelle « Relire la Révolution » chez Verdier, paru en 2016, notre définition minimale d'exister comme des êtres parlants, c'est-à-dire des êtres qui ont un corps et qui sont parlants. L'homme est ce corps. Un corps, ça résiste. Ça se heurte, ça se cogne à l'autre. C'est des corps matériels et qui parlent. Et ce langage porte à la fois la raison et les passions. Or, ce que le théâtre de Joël Pomera met ici en évidence, c'est exclusivement des paroles. On n'a pas le grand récit qu'on attendrait sur la Révolution française. Ce sont des paroles, des prises de parole, des insultes, des raisonnements, des débats. Il y a quelques rixes, quelques bousculades pour s'arracher la parole. Nous n'aurons qu'un seul coup de feu en direct contre justement un militaire étranger. Ça interviendra dans une assemblée de quartier. Et ces paroles sont assumées, c'est ça qui est important, par des acteurs, par des êtres vivants, incarnés. C'est un théâtre. Donc ces paroles se trouvent incarnées. Ce sont pas seulement des discours que vous allez lire. De plus, ce sont des événements de parole. Je veux dire que ce sont des actes de parole. Les paroles ici ont une valeur performative, comme on a dit en linguistique. Quand dire c'est faire, quand dit je le jure, quand le roi dit je le veux, ça performe la parole à valeur d'acte. La parole ne s'oppose pas, par conséquent ici à l'acte, elle se fait acte elle-même. Le seul fait que ces hommes et ces femmes élus parlent en s'instituant Assemblée nationale, c'est le fait majeur qui a instauré une révolution au sens moderne du terme, c'est-à-dire non pas au sens habituel, autrefois, des révolutions comme la révolution des astres, qui font un tour et qui reviennent à la même place. Nous ne sommes plus dans un temps cyclique, nous sommes désormais là dans un temps irréversible, dans un temps linéaire. C'est une coupure qu'introduit la Révolution. Un changement qui sera sans retour. Un transfert de pouvoir, en acte, dans les paroles même, qui met fin à la royauté absolue. Parce que le peuple, cette fois, assume la souveraineté. Cet acte est donc instaurateur comme tel de la République encore à venir, quelques années après, avec la chute du roi après Varennes. Mais ce qui est ici souligné dans cette pièce de théâtre, dans une réplique un peu naïve, qui fait rire le public d'ailleurs, qui réagit bien à cet instant, c'est l'aveu que fait un député fictif répondant au nom de Ménonville, dans la grande salle d'assemblée des États généraux. Le député, d'ailleurs, se trompe en croyant que l'on vient de faire un coup d'État contre le roi de France. Non, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution irréversible. Ce n'est pas un coup d'État dans quelque chose, au fond, d'un cycle qui reviendrait. Mais nous allons devoir, et je compte pouvoir le faire, en étudiant de plus près la suite de ces événements de parole, définir ce qui, comme tel, caractérise superbement ici la Révolution, la seule qui mérite ce nom dans le monde et dans l'histoire depuis. Les autres, non. Je reviens, et vous verrez pourquoi. Je reviens donc à notre député de l'Assemblée des États généraux. Et il dit ceci. Tout cela m'épuise, loin de chez moi, et pourtant, depuis 2 jours, j'ai vécu ici les moments les plus intenses de ma vie. Jamais je n'aurais imaginé rencontrer des personnes aussi intéressantes. Il y a parmi ces gens qui ont été élus ici, comme moi, des gens d'une intelligence et d'une culture inimaginables. Certains jours, je vous jure, d'être assis là, parmi mes collègues, et entendre ces gens parler, j'ai l'impression d'être au théâtre. Franchement, c'est merveilleux. Eh bien voilà. La vie politique, c'est comme un théâtre parce qu'on y parle. On ne tue pas, justement. On parle. Et le théâtre de Joël Pomera, par un retournement de mise en scène qui brise, bien sûr, le fameux 4e mur, fait entrer tous les spectateurs dans la scène politique.
L'ensemble des spectateurs forment alors une assemblée à qui le président de séance s'adresse directement, tandis que les acteurs eux-mêmes, vous l'avez vu, se trouvent confondus avec les spectateurs assis parmi eux, et les spectateurs, du même coup, sont libres, j'espère que vous n'en êtes pas privés, à leur tour, de donner cours à leurs réactions, positives ou négatives, huer ou applaudir, entre autres. Puisque la vie politique est un théâtre, le théâtre, à son tour, prend une vie politique. On peut dire aussi un souvenir des chœurs antiques, dans les tragédies antiques. C'est un appel, je dirais, à nous reconnaître comme un animal politique, autre façon de dire un corps qui parle. La parole se fait acte, disions-nous, ajoutons acte de théâtre. C'est le tour de force qui est réalisé par Joël Pomera et qui est rendu possible parce que les paroles, et il n'y a rien que des paroles, sont assumées par des êtres en chair et en os. Cette affaire remonte loin à ce qui a été une période axiale, dirait Jaspers, pour l'humanité, et qui fut le 5e siècle athénien avant notre ère. J'ai intitulé mon exposé « La parole pour tous ». J'aurais pu l'appeler aussi bien, mais cela aurait fait pédant, du mot grec « iségoria ». Ça remonte à Périclès, l'iségoria. Ça remonte à la fameuse oraison funèbre qu'il prononça pendant la guerre du Péloponnèse, telle que Thucydide nous la rapporte. Le discours de Périclès consiste à dire « Regardez Athènes, c'est un exemple pour tous ». Au titre d'une constitution, en grec c'est le mot de politeia, la politie qui est là, une constitution propre à la cité qui permet de gouverner, d'administrer, oikein en grec, c'est le mot que vous voudrez dans le mot économie, n'est-ce pas, de façon ici des règles pour organiser la vie domestique, en ancien français ça sera le ménage, le ménagier de Paris, d'administrer non pas pour le bien de quelques-uns, mais du plus grand nombre, c'est-à-dire une démocratie. Et une démocratie, je ne fais que répéter Thucydide, enfin Périclès, et une démocratie, c'est d'abord l'exercice d'une liberté. La liberté, d'abord, d'aller et de venir. Rappelez-vous, le serf est attaché à la glèbe, à la terre de son seigneur. L'esclave, avant, était asservi à son maître. Ou alors, vous avez le sujet d'un tyran. Là, vous avez la liberté d'aller et de venir. Et c'est aussi le fait d'être libre, de vivre comme on veut, ce qui ne veut pas dire la licence, puisque dans le privé, vous ne devez rien faire qui soit pénible à votre voisin ou à ceux qui vous entourent, et dans le public, vous devez respecter les lois, et notamment, dit Périclès, celles qui portent secours aux victimes de l'injustice. La démocratie, c'est ensuite, toujours Périclès, une communauté dans laquelle le fondement des libertés est assuré par l'égalité des droits, ce qui en grec s'appelle l'isonomia. Nomos renvoie aux lois, aux règles, isos à égalité pour tous. C'est-à-dire l'égalité de tous devant les lois que les hommes se sont donnés librement pour vivre, pour parler ensemble, par l'exercice de leur raison et de leur parole. Il ne faut pas simplement répéter comme une litanie « vivre ensemble ». Vivre ensemble, c'est avant tout parler ensemble, ce qui n'est pas si simple. Vous l'avez vu hier, d'ailleurs, à la télévision. L'isonomia s'appuie sur un droit égal à la parole pour tous. C'est ça que l'on appelle l'iségoria. Iségoria, c'est comme dans le mot allégorie, mais là vous avez iségorie, le fait de parler à égalité pour tous. La liberté repose sur cet assentiment mutuel. Là, vous pouvez comprendre et toucher du doigt l'importance d'un débat qui va agiter l'assemblée dans la pièce. Une assemblée qui est prise
entre deux feux, tout de suite, entre deux urgences. Il y a l'urgence du ministère, c'est de Necker qu'il s'agit sous le nom de Müller, bien sûr. Necker arrive en disant « il faut réformer la fiscalité ». Il faut éponger et réduire la dette de l'État, il ne faut pas attendre. Ça n'a pas changé, hein, cette histoire. Depuis 1788, toujours le même discours. C'est la première urgence, et tout doit être soumis à cela. La seconde urgence, c'est celle du petit peuple parisien qui crie misère, qui crie famine, faute d'approvisionnement, on manque de pain, au sens strict. Comme l'a résumé certains historiens, au fond, c'est le blé et l'émeute. Alors que font nos députés qui sont réunis face à ces deux urgences? C'est extraordinaire. Ils ne répondent ni à l'une ni à l'autre. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est là la révolution. Ils décident de se constituer en une seule assemblée. Ils posent des questions de principe. Ils décident de se constituer en une seule assemblée avec un vote par tête, parce que ce sera alors l'expression de la volonté populaire. Ils représenteront la nation par rapport donc au pouvoir royal. C'est un transfert de pouvoir immédiatement qui est en train de s'opérer par cette seule exigence. Ensuite, une fois qu'ils se constitueront en une seule assemblée, ils s'emploieront à définir en préalable à la tâche principale, qui est d'écrire une constitution. Manque de pain à Paris, la dette, c'est pas le problème. On s'occupera avant tout de définir ce que sont les droits de chacun. C'est tout ce qui fait la différence entre une révolte, une émeute populaire liée à la faim et à la misère, et une révolution. Une révolution ne concerne pas les besoins, une révolution concerne les droits. Une révolution ne naît pas d'une pénurie, mais d'un déni de justice. Elle ne demande pas des répartitions équitables, elle désire l'égalité. Jean-Claude Milner le fait superbement apparaître dans certainement le livre le plus magistral qui ait jamais été écrit sur la Révolution, Relire la Révolution, 2016, chez Verdier. Voici ce qu'il dit. Son expression, celle d'une révolution, s'inscrit dans la langue, en déclaration, en aphorisme, en discours argumentés. Le cri de révolte existe, pas le cri de révolution. L'orateur révolutionnaire joue un rôle décisif. La foule est témoin et non acteur, auditoire, non protagoniste. La révolution appartient à la politique. Alors vous comprenez mieux maintenant le propos du président de l'Assemblée qui s'appelle Lamy, L-A-M-Y. En réalité, il s'agit de Bailly, Jean-Sylvain Bailly. Je vous en donne quand même un petit descriptif. Il est né en 1736. Il a été guillotiné en 1793 à 57 ans. C'était un ami de Buffon. C'était un savant, un mathématicien, un astronome. Il a été le premier député du tiers-État. Il a été le président du tiers-État le 3 juin. Il a été le président de l'Assemblée nationale le 20 juin au serment du jeu de pommes jusqu'au 3 juillet. Puis il a été, c'est lui qui a refusé d'obéir au roi quand Louis exige la dispersion des députés, la dispersion de l'Assemblée du tiers-État qui voulait se présenter en Assemblée des trois ordres. Il est le maire de Paris le 15 juillet 1889. C'est lui qui, le 17, remet la cocarde tricolore à Louis. Mais c'est lui aussi qui proclamera, après l'évasion manquée du roi le 20-21 juin 1791 pour contenir l'agitation populaire, c'est lui qui proclamera la loi martiale. Et ce fut en sa présence que la garde nationale, le 17 juillet 1791, va tirer sur les émeutiers, ce sera la célèbre fusillade du Champ de Mars. Bailly démissionnera de toutes ses fonctions le 12 novembre 1791 pour se retirer à Nancy. Et enfin, il sera appelé à témoigner à charge contre Marie-Antoinette. Il refusera de témoigner à charge et il déposera en sa faveur. Après quoi, bien sûr, il sera guillotiné.
Il sera guillotiné le 11 novembre 1793, au Champ de Mars justement. Il faisait froid, il pleuvait, ses membres sont glacés et pris de tremblements. Alors un spectateur lui dit « Tu trembles, bailli ?» « Oui, répond le vieillard avec calme, mais c'est seulement de froid. » En 1844 seulement, Arago prononcera son éloge à l'Académie des sciences. Bailly, donc. Bailly s'exprime dans la pièce de Joël Pomera sous le nom de L'Ami, et il s'exprime à la suite du renvoi de Necker le 11 juillet 89. Et il s'exprime juste après, alors nous allons y venir, juste après le meurtre d'un militaire étranger par un homme d'un comité de quartier, c'est-à-dire le seul acte, la seule voie de fait qui se produit dans cette pièce, le seul acte qui ne soit pas de parole. Cette voie de fait, ce meurtre, a lieu en direct. C'est le seul moment, ce coup de feu. Très fort, là aussi, d'avoir présenté la pièce ainsi. Et voici ce que nous dit Bailly, ou L'Ami. La liste serait très longue de toutes les angoisses que nous devons surmonter en ce moment. Je veux parler de la présence d'une armée, aux effectifs chaque jour plus nombreux autour de la capitale. Je veux parler de cette crise alimentaire qui ne cesse de s'étendre et qui a des conséquences chaque jour plus tragiques. Mais cette assemblée a fait le choix de ne pas succomber à la panique et à l'émotion, au contraire de rester concentrée sur sa tâche essentielle, écrire la Constitution de la France. Alors, juste après cela, alors qu'on vient de rapporter les nouvelles du pillage des Invalides le 13 juillet, voilà qu'intervient un député nommé dans la pièce Potion-la-Ville, qui est en réalité Jean-Joseph Mounier, autre grande figure de cette première année de la Révolution. Mounier, né à Grenoble, dans le Dauphiné, en 1758, mort à Paris en 1806. Un des plus purs représentants de cette classe remarquable des bourgeois français qui a joué ce rôle essentiel dans cette première année. Le jeu de paume, le serment du jeu de paume, la déclaration des droits de l'homme. Il est, Mounier, président de l'Assemblée nationale le 28 septembre 1789. Pendant une quinzaine de jours, les présidents se succédaient de 15 jours en 15 jours. Puis, après les journées d'octobre, le 10 octobre, il abandonne ses fonctions et il repartira dans son Dauphiné, et il partira d'ailleurs après à l'étranger. Mais Joël Pomera répartit la figure de Mounier aussi sur le député Gigard, devenu président de l'Assemblée nationale fin septembre. En effet, Gigard accepte, comme l'a fait Mounier, d'accompagner une délégation de femmes auprès du roi le 6 octobre. On est dans la période des journées d'octobre. C'est que Mounier était à l'Assemblée nationale du parti des monarchiens, c'est-à-dire les anciens patriotes qui, effrayés par la violence du mouvement révolutionnaire, décident de fortifier désormais le pouvoir royal. Alors ils veulent 2 chambres et non pas une. Alors ils veulent le veto absolu pour le roi. Et le peuple est furieux, bien sûr. Je vous rappelle l'échiquier politique à l'époque. Vous avez, par rapport au président de l'Assemblée, la droite et la gauche, c'est toujours resté le cas, n'est-ce pas? Donc vous avez à droite les aristocrates, à gauche, vous avez les patriotes, comme on les appelait. Après les aristocrates, vous avez une sorte de centre-droit, les monarchiens. C'est là où il y a Mounier, Malouet, mais aussi le duc de Clermont-Tonnerre. Vous avez ensuite les constitutionnels, le centre-gauche, Bailly, la Bessieyès, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, Lafayette. Et puis, vous avez, l'échiquier complet, n'est-ce pas, avec la gauche, la droite, et alors, à l'extrême gauche des patriotes, un certain Robespierre. Donc, je reviens. Notre Mounier, je vous ai présenté ces 2 figures pour montrer, les incarner un peu ici, cette fois dans l'histoire. Notre Mounier, acteur de la Révolution, un donc des grands inspirateurs de la Déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs sous l'influence des nobles démocrates,
Ici, il reçoit le nom de Potion-la-Ville. Et il dit ceci, je cite, « Faisons un inventaire de tous les droits que possèdent tous les hommes à leur naissance. Cet inventaire pourrait être comme un préambule à notre Constitution. » Et alors il donne 3 exemples de ces droits, ce qui sera fait effectivement par le dit Mounier à la date du 20 août 1789. Premièrement, la nature a conçu au départ les hommes libres et égaux. Deuxièmement, tous les hommes naissent avec des droits perpétuels tels la liberté d'opinion, la liberté d'action, la recherche du bien-être, c'est entre parenthèses l'idée de bonheur est neuve au XVIIIe siècle, la recherche du bien-être et la résistance à l'oppression. Troisièmement, aucun homme ne peut être contraint à subir des lois qu'il n'a pas consenties. Là, le texte de la pièce reprend tout à fait, n'est-ce pas, des choses qui ont été effectivement prononcées. N'oublions pas ici ce fait essentiel, cet avantage du théâtre par rapport au simple discours, ces paroles, ces actes de parole, puisqu'il y a eu transfert du seul fait de les prononcer de souveraineté, ces paroles sont le fait d'acteurs, d'hommes bien vivants, bien réels, remarquables acteurs d'ailleurs tout au long de cette pièce, dont les corps se bousculent, dans cet espace délibératif qui est créé justement pour que la parole puisse s'échanger à tour de rôle entre des êtres qui ont un poids, qui ont une densité, qui ont une présence réelle et qui sont multiples à vouloir parler. Notez, dans ce que je viens de lire, ce qui compte dans ces droits. D'abord, l'universalité, tous les hommes. Là, nous sommes dans la grande tradition kantienne, tous. Et deuxièmement, les droits à la naissance. C'est fondamental. On définit l'homme, on définit les droits de l'homme à partir de la donnée minimale. On parlera de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a une distinction qui se fait. D'abord les droits de l'homme, on verra ensuite les droits du citoyen. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les droits de l'homme, c'est quelque chose qui relève uniquement de la naissance. Quand on invoque la nature, ça veut dire dès que quelque chose est né. Vous connaissez natus, natura, c'est le même mot. Naître né ou la nature, c'est la même racine, qui est d'ailleurs la racine indo-européenne gen, qui donne géniteur, génération, gne, n'est-ce pas, et qui est aussi en latin la racine gna ou na, natus, natura. C'est la même chose, c'est la même racine qui vous donne la genèse, le géniteur, la génération, la nature, la naissance. C'est ça, et cela seul, qui va définir au départ l'ensemble des droits d'un être humain, c'est-à-dire le seul fait de ce corps qui vient d'arriver au monde, qui a une vie et qui a une survie, avec ses facultés d'être capable de sensations et de langage. Un corps qui vit et qui parle à son gré, c'est la liberté. Un corps qui vit et parle à son gré sans risquer à tout instant la blessure et la mort, c'est la sûreté. Et c'est les exigences de la Déclaration des droits de l'homme. À la différence de l'homme des religions ou de l'homme des philosophies, l'homme de la Déclaration des droits n'est ni créé par un Dieu, ni déduit par le raisonnement, il est simplement né. Et c'est cela, et en cela seul, que consiste son réel. C'est ce qui lui donne un droit imprescriptible. C'est-à-dire qu'aucun pouvoir ne peut ni ne doit s'exercer là contre. Un droit imprescriptible qui est son désir à persévérer dans son corps. Et la politique repose sur ce simple pacte de rejeter la mise à mort, d'assurer cette multiplicité humaine, dans la contradiction qu'il y a entre le fait de parler et d'être plusieurs, assurer la survie de ces êtres qui parlent. Les droits de l'homme sont une chose, ils sont universels et ils sont imprescriptibles. Les droits du citoyen en sont une autre. Eux, ils sont variables selon les constitutions, selon les pays. Ils viennent, eux, de l'entendement et de la culture, non pas de la nature.
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est cette chose géniale qui à la fois conjoint et disjoint les droits de l'homme et les droits du citoyen. C'est fabuleux ce qui s'est produit à ce moment-là. Les droits de l'homme viennent de la seule nature, donc du seul fait d'être né. Et Jean-Jacques Rousseau aura réduit, si je puis dire, cette définition de l'homme dans les admirables rêveries du promeneur solitaire, à cela seul d'être capable de sensations et de langage. Il n'y a rien d'autre. C'est uniquement ça, le fait d'être né. Voilà ce que nous donne à entendre cette pièce de théâtre. Le chapitre suivant, s'il y avait un Louis, un Saïra II et sur Louis, ça serait d'enchaîner sur révolution et terreur, dont l'ombre menace ici sur la fin, et de comprendre alors, mais c'est pas la peine car tout est dit dans cette pièce, et de comprendre alors qu'entre la déclaration des droits de l'homme et la terreur, il n'y a aucune continuité. C'est ça toute l'équivoque de la Révolution française. La confusion des deux crée les pseudo-révolutions qui suivront. Il faut donc en détailler le cours, en comprendre l'équilibre entre ces discours contradictoires ou conflictuels dans un espace délibératif où se pose la question de ce qu'est la politique, à partir même des basculements ou des erreurs qui la guettent. L'auteur a en effet suivi de très près, parfois en allongeant, parfois en resserrant, la chronologie de la Révolution. Il a placé souvent des phrases effectivement prononcées par tel ou tel personnage historique dans la bouche de ces personnages fictifs. Je vous l'ai déjà indiqué avec l'énumération des 3 premiers droits de l'homme par Paucion-Laville, alias Mounier. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, la femme numéro 4 dans l'Assemblée de quartier, qui dit « Je crains qu'on prépare une sorte de Saint-Barthélemy ». Mais vous savez qui a dit cela? Camille Desmoulins. Dans les réunions révolutionnaires qui avaient lieu à Paris, au Palais Royal, qui était la propriété, dans les jardins du Palais Royal, qui était la propriété du duc d'Orléans, il y dénonçait le péril d'une Saint-Barthélemy des patriotes le 11 juillet 1789. Ou bien encore la députée Lefranc, admirablement incarnée par l'actrice Adia Bentayeb, cette petite passionnariat impressionnante de détermination. Que dit notre député Lefranc après le massacre abominable de Foulon et de Berthier? Elle dit « Mais ce sang-là, était-il donc toujours si pur ?» Savez-vous que c'est le grand orateur, le plus grand orateur de l'Assemblée après Mirabeau, qui était Barnave, c'est lui qui prononça cette parole le 22 juillet. Et l'abbé Jallet, typique de ce bas clergé qui avait rejoint le tiers-état, qui a permis d'ailleurs finalement que la Révolution se fasse, s'écriait à ce moment-là « Voilà une parole digne d'un Romain ». C'est historique ceci encore. Soyons attentifs. Pomerat est un fin connaisseur de cette Révolution française, de son histoire et de ses enjeux profonds. Il m'a permis de relire, comme je ne l'avais jamais compris jusqu'à présent, la Révolution française. Prenez le début. Qu'est-ce que vous avez au début? 2 tableaux contrastés. Celui des privilégiés, de la noblesse de l'Église, qui face à la menace d'imposition et qui est avancée par un gouvernement aux abois, qui est dans l'impossibilité d'obtenir des prêts, qui est étranglé par la dette publique et qui invoque la nécessité de la réforme, les 2 ordres privilégiés trouvent superbement la parade juridique. Il faut, avait dit le Parlement, que soient convoqués les États généraux, car seule la nation réunie, ainsi, pouvait consentir un impôt perpétuel. Ça, c'est dans les coutumes et dans le droit qui existait. Et ces États généraux, le 59e de l'histoire de la royauté, n'avaient plus été réunis depuis 1614, 4 ans après la mort de Henri IV, qui en avait d'ailleurs réuni 2 ans avant sa mort. Donc, dans le premier tableau, les scènes 1, 2, 3, vous avez l'utilisation du droit pour maintenir ses propres privilèges.
À l'opposé de cela, vous avez la scène 4. On est dans un bureau de vote à Paris pour élire justement ces députés, ici du tiers-État aux États généraux. Et là, vous avez 3 attitudes qui sont superbement campées. L'attitude de la noblesse, influencée par les Lumières, généreuse et réformiste, invoquant l'intérêt général, mais non sans la défiance d'un des membres du tiers-État qui est là et qui doute de ses belles âmes. Deuxième attitude, celle des bourgeois libéraux, qui eux parlent de droit, qui parlent d'écrire une constitution pour fonder le droit, et qui récusent une vue étroite des attributions des États généraux si on les réduisait à une question d'impôts, de finances et de dettes. Et à l'opposé, troisième attitude, vous avez une femme du peuple, concrète, pratique, qui parle de ses revendications comme un syndicaliste au XXe siècle. L'histoire de la confiserie et les religieuses qui font du dumping, c'est ça, on croirait les chauffeurs de taxi face à Uber. Et même, il en rajoute une touche ici, l'écolo de service de l'époque qui veut créer des courants d'air à Paris pour un air plus salubre. Bref, ou bien vous avez une tête philosophe, ou alors vous avez des intérêts bien terre-à-terre. Richesse de ce débat. Alors, on discute encore après cela de l'éternelle question de l'égalité, qui est celle de la justice, ou alors qui est contraire à l'ordre et à la réalité des choses, c'est le débat qui a lieu, le droit contre la réalité, ou alors on taxe de démagogie celui qui rappelle la situation des exclus ne prennent part au vote, les chômeurs, les pauvres, les nécessiteux, ils ne peuvent pas voter, eux. Démagogie contre exclusion. Ça, c'est le premier grand moment de la pièce. C'est absolument, c'est magistral comme présentation. Deuxième grand moment, juste après la scène 5, la grande ouverture des États généraux, avec une parodie médiatique des grandes messes de ce type, d'où la télévision espagnole qui est amenée à ce moment-là. On est dans l'Assemblée des députés du tiers-État, qui se réunissait dans la salle des menus plaisirs du roi, je vous le rappelle. On est un mois plus tard. On est aux alentours du 12-13 juin. C'est la scène 6. Et là, tout de suite, l'essentiel est pointé. Ou bien on monopolise la parole, ou on respecte le tour de parole et l'ordre de passage. C'est la première question qui est débattue et qui est présentée. C'est impeccable. Le texte de Joël Pomerat est un chef-d'œuvre. Il est absolument impeccable dans la logique même de ce qui est en train de se passer et dans la compréhension des enjeux. C'est la question clé de cet espace de délibération, de cet espace délibératif dont je vous parlais. Si on veut éviter la foire d'empoigne ou les massacres de la foule, aux deux sens, soit que la foule soit massacrée, soit qu'elle-même massacre les exploiteurs. Alors le problème va être posé entre les dénommés Gigard et la dénommée Lefranc. Gigard nous dit, alors, est-ce qu'on se met vraiment au travail tout de suite, avec un esprit de responsabilité, pour traiter des problèmes du pays, qui est à rétablir dans ses finances? Et Lefranc dit non, il faut régler une question préalable de principe. On réunit d'abord les 3 chambres en une seule, pour une raison politique, d'établir un rapport de force. Sinon, notre majorité ne comptera pas. On sera à 1 contre 2, alors que nous sommes à 2 contre 1. Il y a 600 députés du tiers contre 300 et 300, mais vous avez 2 ordres contre un seul ordre, le tiers-État. Donc, et elle prend à ce moment-là la position doctrinaire, elle pose un ultimatum, sinon, si vous ne venez pas, vous êtes déchu de votre mandat de député. La synthèse arrive, grâce à Carré, ni entériner, comme Gigard, le système des 3 assemblées, ni exclure, comme Lefranc, les 2 autres partis, même minoritaires dans le pays, négocions de façon constructive pour bâtir une société nouvelle. Viennent ensuite l'affrontement des extrêmes, à la scène 7, l'arrogance des nobles, l'intransigeance de la gauche,
face à cela, la suggestion des compromissions et des intrigues, vous voyez Gigard essayer de serrer la main du Premier ministre qui ne s'y prête pas, et puis, en regard de ça, l'entourage très réactionnaire du roi, de la famille royale. Les scènes 9 et 10 vont alors condenser la décision proprement révolutionnaire que j'évoquais au tout début de cette communication, le 17 juin, cet acte de rupture par lequel, par un acte de parole, les députés décident de s'instituer en Assemblée nationale. Ils ont pu le faire parce que le 15 juin, il y a eu 12 curés qui les ont rejoints dans un grand enthousiasme. Le 19 juin, il y a eu 6 prélats fusionnistes qui sont arrivés. Et puis, il y a eu le vote majoritaire du clergé pour se réunir au tiers-état. À la suite des mesquines manœuvres royales qui, devant cela, décident de fermer la fameuse salle des menus plaisirs, l'Assemblée ne se démonte pas, va occuper la salle du jeu de pommes, et c'est la fameuse scène du serment du jeu de pommes proposée par Mounier, ici c'est Gigard, la fameuse motion de ne pas se séparer jusqu'à ce que la Constitution fût établie sur des fondements solides. C'est textuellement ce qui est dit dans la pièce de Joël Pomera. Alors là, nous sommes au troisième grand moment. Le troisième grand moment, les scènes 10 et 12, avec là encore un contraste. D'une part, vous êtes dans la... C'est très construit, évidemment. C'est pour ça que je l'articule maintenant, parce que dans la prise du spectacle, ça ne se voit pas forcément. Mais c'est admirablement construit. Vous avez, dans la grande salle d'assemblée des États généraux, l'annonce que fait le roi de la convocation pour la séance royale, où il va signifier d'ailleurs le 23 juin son refus de la réunion des trois chambres en une seule. Fermeté, donc, du roi, appuyée par la famille royale et par le militaire. À quoi s'oppose la résistance passive de l'Assemblée, mais cette résistance passive, c'est un acte inouï de rébellion, celle de Bailly, qui est ici représentée par Carré, qui appelle à résister. Tiens donc, voilà un slogan familier aux Insoumis, je crois, en 2017. Tandis que Gigard, lui, introduit cette considération typique des premiers temps d'une révolution, à savoir que finalement, par rapport à l'autorité, il y a un certain respect, il y a un réel respect même du roi, perçu comme une sorte de père. Il y a un attachement de la population à la figure royale, qui est au-dessus des partis, qui est en lien avec le peuple, toujours. Hein, ce rapport qui nous le voyons toujours supposé en France présidentielle, entre justement celui qui est le président et le peuple, par-dessus la tête des partis. C'est ça qui manque. Et là, vous avez un certain Beauberlé, qui va se faire l'écho de la fameuse phrase qui fut prononcée par Mirabeau, elle est un peu atténuée ici, lorsque Mirabeau s'écria « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, c'est à vous de sortir », dit-il alors, bien sûr, aux représentants de la monarchie. Ça, c'est le premier volet du contraste, dont l'autre volet, ce n'est plus la grande salle de l'Assemblée, mais c'est l'Assemblée de quartier. Ce qui se passe à ce moment-là dans les couches populaires à Paris. Et là, il y a une agitation à Paris, une agitation qui s'est concentrée dans les jardins du Palais Royal, là où il y a maintenant la Comédie Française. Et là, on peut dire, tout nous arrive par écho, seulement par écho. On ne vous montre pas la Révolution. C'est ça qui est très fort. On accumule les bruits de l'extérieur qui nous viennent de l'extérieur ou qui nous viennent du palais royal, c'est-à-dire du palais de Versailles. D'abord, on évoque les brigands qui entrent dans Paris. C'est la grande peur, l'arrivée des suppôts de Mandrin, les bandes de vandales qui pillent, c'est la panique des bourgeois. Il faut donc s'armer. Ce qui correspond à la décision que va prendre le fameux comité des électeurs à Paris, qui réunit 400 électeurs, les électeurs qui ont élu les députés à l'Assemblée.
ils se réunissent afin de pallier la défaillance des autorités communales de la ville de Paris, et ils décident le 25 juin de créer une milice civique qui sera l'embryon de la future garde nationale dont le commandement sera confié à Lafayette. C'est le peuple en armes. D'autant plus que les nouvelles arrivent. Toujours ces nouvelles. D'un côté, on annonce que le roi a ordonné à la noblesse de se joindre aux tiers États, donc le roi a cédé le 27 juin, c'est l'homme numéro 9 qui s'en fait l'écho, mais de l'autre, on rappelle qu'il y a une concentration terrible de militaires et on a donc des doutes sur la position du roi, on incrimine sa duplicité, on craint la fameuse Saint-Barthélemy des patriotes, ce que dit la femme numéro 4, en fait Camille Desmoulins, qui était journaliste. C'est à ce moment-là, que nous sommes au milieu de l'œuvre, c'est à ce moment-là le moment qui est choisi par Joël Pommerat pour introduire cette cassure absolue, qui est le meurtre en direct d'un militaire étranger sur la scène. Jusque-là, on est dans le domaine classique. Et là, vous avez ce moment de ce meurtre. Au moment où on vient d'apprendre que le roi a congédié Necker, c'est le 11 juillet, c'est ce que l'homme numéro 13 dit, et que le roi a nommé à la tête des armées un faucon, le maréchal de Breuil, qui d'ailleurs est nommément, on l'appelait le général Breuil, mais en fait c'est le maréchal de Breuil ici, un dur, hein, et Breteuil au ministère et de Breuil au commandement des armées. Après cette scène de bascule, on revient dans les scènes 15 et 16 à la salle qui est désormais la salle générale, qui est devenue celle de l'Assemblée nationale avec son nouveau président, l'ami, à savoir Bailly, dont je vous parlais tout à l'heure, et à cette sorte d'écartèlement dans laquelle l'Assemblée est prise entre d'une part la volonté de l'Assemblée qui avait pris le nom le 9 juillet d'Assemblée constituante, sa volonté d'écrire la Constitution de la France, d'où la fameuse scène que vous avez ici d'une femme de la noblesse, qui continue à appeler l'Assemblée nationale Assemblée des États généraux, parce qu'elle refuse l'acte révolutionnaire qui consiste à représenter tout le pouvoir de la nation, toute la volonté de la nation, de transférer donc le pouvoir qui était le pouvoir du roi à la nation en s'affirmant Assemblée nationale. Petite remarque au passage. Pommerat fait figurer, bien sûr, et très consciemment et délibérément, des députés femmes. Comme vous le savez, pourquoi le fait-il ? La prise en compte des droits de l'homme dans l'évolution historique, c'est celle des droits de ce qu'on pourrait appeler l'homme-femme, sans distinction de sexe, de couleur et de fortune. Car les seuls droits qui comptent, c'est les droits de l'être parlant, qui est né. Mais en 1791, le suffrage pour l'Assemblée législative est un suffrage censitaire, masculin et blanc. Ce seront seulement les blancs des colonies qui seront convoqués. C'est pour ça qu'il nous a mis un noir, bien sûr, dans la pièce. En 1792, le suffrage universel proclamé pour la désignation de la Convention est un suffrage masculin. Pareillement en 1799, de même en 1848. Il faut attendre en France 1944 pour avoir le véritable suffrage universel, et encore il n'est pas tout à fait accordé à ce moment-là aux militaires, c'est la grande muette, avec le droit de vote accordé aux femmes et droit d'éligibilité. Donc Pommerat à dessein a mis des femmes députées et un noir député, c'était justement celui qui joue dans la scène 10, Ménonville. Anachronisme donc voulu, propre à sa fiction ahistorique, mais qui se déploie comme la logique interne du mouvement des droits imprescriptibles des êtres parlants. Il a parfaitement compris ce qui avait été l'essentiel de la Révolution en 89. Mais reprenons. En regard donc de cette ambition noble de l'Assemblée constituante d'écrire une constitution pour les siècles à venir,
Hein, c'est comme Périclès qui pensait justement à un exemple qui allait valoir pour le futur. Ça aussi, c'est une vision qui est tout à fait neuve. En regard de cela vient le récit, cette fois. Ce fameux récit que cette pièce de théâtre n'est pas, puisqu'elle n'est qu'une pièce des actes de parole, le récit sous forme, je dirais ici, d'information, appuyée par les bruits et les échos qui viennent de l'extérieur, des scènes révolutionnaires, des émeutes parisiennes, du peuple en armes, 13 juillet, pillage des Invalides, 14 juillet, prise de la Bastille, avec une centaine de morts chez les assaillants, et, de l'autre côté, la sauvagerie des lynchages et la décapitation qui va suivre. Atrocités commises sur le gouverneur de Launay, qui gouvernait la Bastille, et avec qui d'ailleurs Sade avait eu maille à partir quelques jours auparavant. Atrocités commises sur le prévôt des marchands, premier magistrat de la ville, Flessel. À ces deux-là, on coupa les têtes pour les promener au bout des pics. Ils sont pas, attention, il n'y a pas de guillotine hein, à ce moment-là. On leur coupe les têtes grâce à un garçon cuisinier qui était là. Puis, on s'emparera du conseiller d'État Foulon, chargé du ravitaillement de l'armée sous Paris, et de son gendre, l'intendant Berthier de Sauvigny. Ces deux-là furent pendus à la lanterne de l'hôtel de ville. Ces ordures, comme il est répété à 2 ou 3 reprises par les hommes des assemblées des quartiers dans la pièce. Donc, d'un côté, vous avez le travail mené pour établir les droits de l'homme et écrire la Constitution, et de l'autre, vous avez les massacres sauvages commis par les émeutes de la foule. Ce n'est pas la guillotine. La guillotine fut instaurée beaucoup plus tard par Robespierre, par la Convention et par Robespierre, pour que la violence soit exercée légalement, suivant le principe que le monopole de la violence revient à l'État et à l'État lui seul, sur la théorie de Max Weber. Avec une double conséquence de cette confrontation entre les droits de l'homme d'un côté et les massacres sauvages de l'autre, que le roi capitule. Le roi capitule le 15 juillet. Il annonce immédiatement le renvoi des troupes. Il annonce à l'Assemblée le renvoi des troupes. Le 16 juillet, il rappelle Nègre. Le 17 juillet, il se rend à Paris à l'hôtel de ville, où l'ami, c'est-à-dire Bailly, devenu le maire, lui remet la cocarde tricolore. Alors, je vous épargne l'histoire de la cocarde verte, puis de la cocarde rose et bleue, de la cocarde noire, de la cocarde bleu, blanc, rouge, blanc royal et bleu et rouge de la ville de Paris, qui est alors remise au roi. Je passe ces détails. Capitulation du roi, et de l'autre, soulagement des monarchiens, du parti des monarchiens, qui ont retrouvé, disent-ils, avec un soupir de soulagement, le véritable Louis XVI. Double partage, par conséquent, entre la force des idéaux et des lumières dans la salle, en contraste avec la sauvagerie des massacres au dehors, et d'autre part, contraste entre la lâcheté ou la faiblesse royale, voire la bonté, l'humanité du roi, et le soulagement des bourgeois. D'où le grand affrontement verbal de la scène 17 qui va prendre place à l'Assemblée nationale. Entre le nouveau président, Boudin, enfin celui qui est dénommé Boudin ici, qui veut revenir à notre ambitieuse déclaration, dit-il, des droits des individus en préalable à la Constitution, et la députée Hersch, bouleversée par les atrocités, qui évoque les émeutes sanglantes qui ont également lieu en province sur le modèle parisien, et ça va suivre tout le mois de juillet, et qui appelle à interrompre les travaux sur les droits de l'homme. Pour quoi faire? Pour réfléchir et pour rétablir l'ordre. Ça, c'est une première opposition. Et puis vous avez une opposition entre Gigard, qui va opposer alors le peuple, le vrai peuple, dit-il, à la foule, le mauvais peuple, et il appelle à la répression, et la députée Lefranc, qui justifie, elle, au contraire,
la colère du peuple, la violence du peuple qui a permis de vaincre la vérité. La vraie violence, dit-elle, est celle des oppresseurs. Donc ces violences contre la violence, qui est responsable de la violence? Ce sont justement ceux qui exercent le pouvoir à l'encontre du peuple. Et donc elle menace alors d'introduire un nouveau clivage, non plus entre le bon et le mauvais peuple comme Gigard, mais entre les députés du peuple et les traîtres au peuple, qui sont des députés et qui sont dénoncés, ce qui annonce la terreur à venir, ce qui annonce la grande purge, qui sera donc nécessaire. Je passe sous silence tout ce qui va s'enchaîner, la grande peur de la bourgeoisie qui veut rétablir l'ordre, la générosité des nobles libéraux qui ont compris le danger, qui veulent éviter la guerre civile, et ils vont donc, c'est la fameuse nuit du 4 août qui va abolir tous les privilèges. Mais très habilement dans la pièce, cette grande scène de l'abolition des privilèges, elle n'arrive qu'en écho rapporté dans la pièce où se trouve le roi et sa famille par le Premier ministre Necker, et puis, c'est la nuit du 4 août, et puis devant les tergiversations royales qui, un mois plus tard, après le 15 juillet, n'a toujours pas ratifié la nuit du 4 août, les décrets du 4 août, qui continue à faire double jeu, qui fait venir des troupes, tandis que s'aggrave le manque de pain, et tandis que se pose à l'Assemblée la fameuse question dans la Constitution de savoir si on aura un droit de vote absolu, ou bien si le roi aura le droit de vote absolu, ou s'il n'aura un droit de vote que suspensif, les monarchiens veulent fortifier le pouvoir royal. Eh bien, à ce moment-là, devant ce blocage, vous avez un nouvel accès de révolution, c'est la fin de la pièce, ce sont les fameuses journées d'octobre. Si vous voulez voir les fameuses journées d'octobre, allez revoir le magnifique film de Renoir intitulé La Marseillaise. Cette marche de 7 à 8 000 femmes, cette fois, en armes, suivies par des milliers d'hommes qui marchent sur Versailles. Alors des massacres ont lieu sur les gardes du corps, le roi capitule, reçoit 3 femmes. Je vous signale que l'une des 3 femmes, c'était la petite Madeleine Chabry, qui vendait à Paris des baisers avec des bouquets. Et je suppose que c'est ça qui explique la scène, le jeu de scène où elle embrasse le roi. Le roi reçoit les 3 femmes, le roi fera venir les blés, et le roi accorde sa sanction au décret du 4 août, et le roi accepte de venir s'installer à Paris, aux Tuileries, le même soir, et il est suivi 10 jours après, le 16 octobre 89, par l'Assemblée. Reste un dernier contraste dans la pièce qui est représentée, aux scènes 25 et 26, un contraste qui se projette sur la suite, c'est-à-dire que vous avez un dramatique échange qui a lieu. Alors là, c'est un moment poignant, avec une altercation violente qui en vient quasiment aux mains, entre celui qui a été le député des droits de l'homme, notre Mounier appelé Potion-la-Ville, mais qui maintenant, par peur du désordre, soutient le suffrage censitaire et donc le critère par l'argent. Et de l'autre, les hommes des clubs de quartier, comme le club des Cordeliers qui a été fondé en juin 1790, et ici représenté par Christophe Aimé. Dans ce club des Cordeliers, il y avait Danton, Marat, Desmoulins, Hébert, etc. Vous aviez aussi le boucher Legendre et le brasseur Santerre qui avaient participé à la prise de la Bastille, qui seront les acteurs des journées révolutionnaires à venir. Et là, je dirais, au-delà même de Madame Lefranc, qui d'ailleurs, apostrophée, se retire relativement en disant qu'elle est hostile à la peine de mort. Mais vous savez que c'était la position de Robespierre. Robespierre était hostile à la peine de mort. C'est très compliqué, Robespierre. Il instaurera la terreur, mais justement pour délégitimer les massacres de la foule. Et il voulait instaurer la guillotine pour mettre fin, justement, à la guillotine. Très compliqué. Madame Lefranc est-elle ici un écho à cette phrase de Robespierre sur l'abolition de la peine de mort? Ça, c'est du côté, donc, de l'Assemblée et des droits de l'homme. Plutôt, je veux dire, le moment où le député de l'Assemblée vient dans l'Assemblée de quartier, dans les clubs de quartier. Et du côté de la famille royale, c'est les dernières scènes,
Ce qui se pose, c'est la question religieuse, c'est-à-dire la constitution civile du clergé, c'est-à-dire que le clergé qui avait donné dans la Révolution va être la première victime de la Révolution, avec en même temps la confiscation des biens de l'Église et leur nationalisation, avec la nécessité de prêter le serment civil, la réaction du pape, et que Louis XVI, qui était un homme très pieux, ça va le déterminer à tenter l'évasion de Varennes, qui le discréditera à tout jamais auprès de la population, ce qui le 20 et 21 juin 1791. Au total, cette pièce vous présente une révolution française revisitée de façon magistrale. C'est une leçon d'histoire sans précédent qui est donnée par l'auteur Joël Pomera et par ses admirables comédiens. C'est donc une pièce qui impose, au fond, de retrouver une réflexion, cette réflexion que j'évoquais au début de Jean-Claude Milner sur la Révolution française. Jean-Claude Milner qui était mon vieux camarade à l'École normale supérieure d'ailleurs. Cette césure absolue dans l'histoire humaine, césure qui est seule garante d'une survie de l'humanité dans cette dimension universelle. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est ce réel devant lequel tout pouvoir doit céder et s'arrêter et mettre bas les armes. C'est ce que disait Antigone à Créon dans le commentaire que j'avais fait de la pièce de Sophocle. Et pour que vous compreniez la portée toute actuelle de ces droits de l'homme, je lis, pour terminer, la page superbe que Jean-Claude Milner a écrite à ce sujet. « Dans la compassion et la pitié, écrit-il, je reconnais une passion proprement politique, de même que l'étonnement chez Platon amorce la réflexion du sage, de même que le respect chez Kant assure l'empire de la morale sur le sujet. De même, la compassion, selon Robespierre, accompagne et permet une rupture majeure, la découverte du réel d'un corps souffrant, certes, mais aussi parlant, puisque de sa souffrance, il ne peut donner d'autre preuve objective que la plainte. Il appartiendra à la politique d'articuler celle-ci en mots et en phrases. En cet instant, un réel insiste, irréductible. Les exemples apparentés ne manquent pas aujourd'hui. Plutôt que de procéder par voie directe, il est plus éclairant de prendre un détour. On entrevoit le réel des droits du corps en examinant ce qui se passe quand ils sont refusés aux individus. Or, tous les jours, nous en apprenons un exemple nouveau. Je ne pense même pas aux bombes ni au gaz, je pense à Calais. Ceux qui ont été regroupés depuis 2000 ne sont coupables de rien, ne sont accusés de rien, ne tombent d'aucune manière sous le coup des lois. Ils sont là tout simplement et ils vivent. La preuve qu'ils vivent, c'est que parfois ils meurent. Nul ne sait quelle langue ils parlent, et d'ailleurs on ne les écoute pas. On sait seulement qu'ils parlent. Ils sont donc bien ramenés à leur seul statut de corps parlant. Par le dénuement auquel ils sont soumis, ils donnent littéralement à voir en négatif le réel des droits de l'homme-femme. Celui qui doute de ses droits et préfère y voir une élucubration de philosophe, un slogan charitable, un sanglot futile, celui-là n'a qu'à se tourner vers les réfugiés tels que l'Europe ne sait pas les accueillir. Ce qui leur est refusé, voilà les droits de l'homme-femme. Ils sont expressément distincts des droits du citoyen, puisque justement les réfugiés ne sont pas citoyens de Calais, et pour la plupart ne souhaitent pas le devenir. Le migrant et le réfugié n'ont qu'un seul principe d'existence, leur survie, une survie hors droit, qui permet par renversement de déterminer les droits qu'il faut leur reconnaître, les droits de l'homme-femme, ceux de 1789, quittent le XVIIIe siècle pour le XXIe siècle dès qu'on dresse la liste de ce qui manque aux réfugiés. Texte superbe, n'est-ce pas, que je vous invite peut-être à redécouvrir quand vous viendrez le 29 mai à midi à l'Auda de l'université
pour écouter une grande dame, Mireille Delmas-Marty, qui a écrit ce livre aux quatre vents du monde et qui est si proche du poète martiniquais Patrick Chamoiseau, qui vient de sortir un très beau livre, Frères migrants. Merci.